Bonjour à tous. Laissez-moi commencer par une anecdote personnelle. Il y a 3 ans, je suis tombé de cheval en pratiquant le saut d'obstacle. Et je me suis fracturé à la fois l'épaule droite et quelques côtes. Si j'en garde certains stigmates corporels, c'est en fait essentiellement l'impact psychologique qui a été le plus important pour moi. J'ai développé une phobie de l'équitation. Tandis qu'avant ma chute, j'étais relativement inconscient du danger, cette chute m'a permis de prendre conscience en effet de ce danger, mais également de ma vulnérabilité. Cela ne sera définitivement plus pareil qu'avant. Mais toujours motivé par l'idée de continuer à m'adonner à ma passion, je me suis protégé, tout comme vous d'une certaine manière, mais cette fois-ci d'un gilet de protection, et je me suis mis à réapprendre à monter à cheval avec une barre au sol, les yeux fermés, sans les rênes, pour pouvoir mieux prendre conscience de moi-même, de mon environnement, pour prendre confiance, prendre plaisir, et puis finalement améliorer mon niveau d'équitation. Alors si j'évoque tout cela, c'est parce que, tout comme cette chute de cheval, le Covid nous a mis à terre, brutalement, individuellement et collectivement. Et certains de nos proches sont morts. Et soudainement, nous avons pris conscience que cela n'allait pas impacter seulement quelques-uns d'entre nous, c'est que l'humanité, l'espèce humaine, était également en danger et potentiellement en voie d'extinction. Et c'est pour ça que cette conscience de nos dirigeants, de nos scientifiques, a amené à prendre des mesures drastiques de confinement à travers la planète. Et vous avez tous en tête ces images de villes qui sont complètement mortes, des villes fantômes. Donc après cette phase de réaction à la pandémie, il est nécessaire que nous repensions, que nous réinventions et que nous reconstruisions l'activité humaine de manière plus consciente et de manière plus responsable. Donc c'est un monde différent désormais. Et de la même manière qu'il m'a fallu réapprendre à monter à cheval, de la même manière il va falloir que nous réapprenions à vivre ensemble, malgré ces masques que vous portez, et réapprendre à travailler. Sinon, si on fait exactement de la même manière, on arrivera aux mêmes conséquences, voire en pire. Donc la question, c'est à quoi ressemblera le futur, et notamment le futur du travail post-Covid. Alors c'est une question qui s'impose à nous tous, et notamment dans le cas du travail, dans les différentes interactions que nous pouvons avoir avec nos collègues, avec nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires. C'est d'autant plus une question qui s'impose à moi au travers des technologies que mon entreprise, Citrix, met à disposition des entreprises en fournissant des espaces de travail numériques qui permettent de réinventer l'expérience collaborateur. Je m'appelle Roland Flouca-Villebout et je suis le responsable de la stratégie et des opérations de partenariat chez Citrix pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Alors pour susciter un petit peu le débat, j'ai pris le parti de considérer dans un premier temps en quoi la Covid a changé notre perception du monde, et ensuite j'aborderai dans un deuxième temps comment notre espace de travail sera amené à évoluer dans ce contexte. Donc en quoi la Covid a changé notre perception du monde ? Vous avez sans doute entendu déjà cette expression que VUCA, qui veut dire en anglais volatile, incertain ou uncertain en anglais, complexe et ambigu. C'est ce qui définit le monde depuis tout le temps finalement. Mais plus l'humanité a développé sa connaissance du monde au travers des sciences, des technologies, et plus les échanges internationaux de biens et de personnes se sont intensifiés, et plus
cette volatilité, cette complexité s'est accrue, et plus tout d'un coup, le monde nous est paru plus incertain et plus ambigu. Mais ces 4 lettres, VUCA, volatile, uncertain, complex, ambiguous, ne sont pas suffisants. Avec la Covid, nous avons découvert aussi, ou redécouvert, que nous étions fragiles. La Covid a impacté nos santé, elle a impacté nos vies, mais aussi notre économie, et je dirais même notre modèle économique. Notamment, la Covid a accéléré la fracture numérique. Il y a ceux qui ont pu continuer à leur activité professionnelle par le télétravail, à partir de chez eux, et puis il y a eu les autres, ceux qui n'ont pas pu le faire. Fracture numérique. Alors, plusieurs questions. Quid des zones blanches, notamment en France, qui ne sont pas desservies par les réseaux de télécommunications, par Internet? Quid des populations qui n'ont pas les moyens de s'équiper en matériel informatique et qui n'ont même pas les rudiments, les connaissances de base pour utiliser cette informatique? Alors, selon l'INSEE, c'est une étude récente, il y a 1 personne sur 6 en France qui n'utilise pas Internet. Et ensuite, il y a 1 usager sur 3 qui manque de connaissances numériques de base. Alors, sans surprise, ça impacte qui? Les personnes les plus âgées, les moins diplômées et également les revenus modestes. Donc là, il y a un effort très important de formation, car il y a un impact énorme du numérique sur nos vies. Et cette formation, ce n'est pas seulement pour nos enfants, c'est également pour nous les adultes, c'est la formation continue. Et c'est également la formation pour nos aînés, pour éviter que cette fracture numérique continue. Alors là, bien sûr, je parle de notre économie, de la France essentiellement. Vous avez conscience que cette fracture numérique, elle existe également entre les pays développés et les pays émergents ou en voie de développement. Et un peu plus tôt cet après-midi, on a eu Seedstar qui a parlé de ce qu'il pouvait proposer en la matière en termes d'investissement à impact en utilisant notamment le digital. En fait, la question, c'est en effet de se poser que pouvons-nous faire à titre individuel. Je ne vais pas parler aujourd'hui de ce que peuvent faire les collectivités territoriales, les États. Que pouvons-nous faire? Et c'est cette même question qui, moi, m'a animé en 2012 et qui m'a engagé, à être volontaire, puis ensuite secrétaire général et administrateur d'une association qui s'appelle Passerelle Numérique. Et Passerelle Numérique, qui a été créée en 2005, a 3 écoles, au Cambodge, au Vietnam et aux Philippines. Et nous formons au métier du numérique les plus pauvres. Formation de 2 ans. Alors, quand on parle de formation, c'est à la fois pas seulement leur proposer une éducation, mais c'est également les nourrir, les habiller, c'est les héberger. C'est le package complet. Il faut savoir que ces jeunes, à la sortie de cette formation, à plus de 90%, trouvent un travail dans le métier du numérique, dans les 3 mois qui suivent leur diplôme. D'accord ? Depuis 2005, c'est 2000 jeunes qu'on a formés, mais c'est également au-delà de ça. C'est par effet ricochet, comme on l'appelle, c'est 10 000 personnes qui ont été impactées, qui ont vu leur vie se transformer. Nous avons dit donc que le monde était VUCA, volatile, uncertain, complex, ambiguous. On a dit aussi qu'il était fragile. La bonne nouvelle, c'est qu'il est résilient. Alors qu'est-ce que c'est que la résilience? C'est la capacité à rebondir face à une difficulté. Encore faut-il être conscient de cette difficulté. D'accord ? Je parlais de la conscience finalement lorsque j'étais tombé à cheval. C'est finalement la première étape de toute transformation. Face à un deuil, on parlait de transformation digitale. La première chose, c'est être conscient de la situation dans laquelle on se trouve.
Et je vous raconte une petite histoire que vous connaissez peut-être, mais que je vais mettre en perspective. C'est l'histoire de deux grenouilles. Il y a la première qui est plongée dans de l'eau à température tempérée et qui est portée progressivement à ébullition. Et la deuxième, c'est une grenouille qui est jetée dans de l'eau bouillante. C'est-à-dire la seconde, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, elle réagit par rapport à l'eau bouillante et donc rebond de l'eau et s'en sort. Et finalement, avec la Covid, on est un petit peu comme cette seconde grenouille. Avec le choc qui était tellement brutal, on a réagi. On a pris des mesures quasi immédiates de distanciation sociale, on a eu une réorganisation de nos services de santé, la recherche médicale s'est mise en place pour trouver des vaccins, il y a eu également des mesures qui ont été entreprises par le gouvernement pour soutenir l'activité économique, et puis il y a eu également le télétravail. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que durant cette période, la nature ne s'est jamais aussi bien portée. D'accord ? Moins de pollution, notamment du fait du trafic routier, du trafic aérien. Et même en Inde, pour la première fois depuis 30 ans, ils nous ont enfin vu les sommets de l'Himalaya. Donc en fait, d'une certaine manière, on s'est rendu compte qu'on était peut-être aussi comme cette première grenouille qui était un petit peu dans cette eau tempérée, qui ne s'était pas rendu compte véritablement que du réchauffement climatique et qui s'est laissé mourir. Alors on espère qu'en effet, ce ne sera pas tout à fait le cas pour l'humanité, et que quelque part, ce réveil qu'il y a eu avec la Covid créera d'autres réactions en chaîne et une prise de conscience. C'est donc un monde différent désormais, et il faut donc, comme j'ai dit précédemment, réapprendre à vivre, à travailler ensemble de manière différente. Alors cette manière, elle passe notamment par le digital. Alors le digital, ça peut être une chance aussi pour la planète. Et je vais vous en donner quelques exemples. D'abord, il y a l'optimisation de l'agriculture, également de la gestion de l'eau, très fine avec le digital. Il y a aussi un nouveau rapport à la mobilité. Le télétravail, finalement, ça a entraîné moins de déplacements, moins de pollution, moins de production de voitures, moins de dépenses en énergie fossile, moins d'utilisation de nos infrastructures et notamment des péages. Et il faudra donc se dire comment faire, puisque c'est donc moins d'argent dans les caisses de l'État. Et donc l'État devra repenser sa politique fiscale dans un monde numérique. D'accord ? Politique fiscale essentiellement aujourd'hui grâce à la taxation, notamment des produits pétroliers. Il y a eu aussi un rééquilibrage des transports internationaux de marchandises, où il pourrait y avoir, grâce à une relocalisation qui est permise grâce à ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Alors, juste un petit rappel, donc l'industrie 1.0, qu'est-ce que c'est ? C'est la première révolution industrielle, fin du XVIIIe siècle, avec l'impact de la vapeur, de l'énergie vapeur. Donc avec notamment le train à vapeur, qui a permis les premiers échanges. Ensuite, la deuxième révolution industrielle, c'est la fin du XIXe siècle, avec la découverte de l'électricité, du pétrole, du gaz. Et avec ça, donc, on a eu l'essor de la production de masse, et notamment la production automobile. La troisième révolution industrielle, c'est la fin du XXe siècle, avec l'informatique et l'automatisation, les robots. La quatrième révolution industrielle, c'est celle que l'on commence à vivre maintenant. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu la fin du XXIe siècle, tous les 100 ans pour avoir cette révolution, quatrième révolution industrielle. C'est quoi ? C'est la convergence à la fois du virtuel et du réel. Et l'une des illustrations, c'est notamment l'Internet des objets. Vous en avez certainement entendu parler, les objets et l'Internet. Donc le virtuel et le réel, qui permet finalement aux objets, aux robots, de communiquer, qui va permettre justement à des usines d'arriver à un niveau d'automatisation jamais égalé. Et donc d'avoir de nouvelles compétitivités de notre outil industriel. Et c'est une chance notamment pour la France qui possède des pépites notamment en termes de modélisation informatique.
Il y a également un nouvel équilibre territorial. Nous avons connu il y a plusieurs années l'exode rural. En fait, le télétravail a amené un exode urbain qui s'est accéléré. Avec le télétravail qui a été forcé, il y a de nombreuses personnes des villes qui tout d'un coup se sont dit « mais moi je vais aller plutôt dans les campagnes, loin des villes, pour télétravailler ». Et pour me permettre d'avoir un meilleur équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Ce que l'on pensait être provisoire, finalement, s'inscrit dans le temps, s'inscrit dans les usages et les habitudes. Tout d'un coup, les gens ont goûté à cet équilibre-là et ne souhaitent, pour certains d'entre eux, ne plus revenir dans ces grandes villes congestionnées. Il y a également des nouvelles habitudes de consommation. Dans la précédente présentation, on parlait de e-commerce, mais également de e-commerce de proximité. E-commerce, c'est intéressant, c'est que tout d'un coup, il se marie avec le local. Et l'exemple qui me vient en tête, c'est celui de mon maraîcher, qui jusqu'à très récemment vendait dans les fermes et sur les marchés, et qui depuis quelque temps, en fait, vend également sur Internet et livre ensuite à domicile des paniers de fruits et légumes. C'était un maraîcher, ce n'est pas son métier le digital au départ. Alors, dans ce contexte que j'ai brièvement décrit, comment notre espace de travail sera-t-il amené à évoluer ? Alors, je vais reprendre un petit peu de perspective parce que la population mondiale, en 2020, c'est 7,8 milliards d'habitants. Parmi ces habitants, il y a 42% de la population qui travaille. Vous faites le calcul, ça fait 3,3 milliards de travailleurs. Et sur ces 3,3 milliards de travailleurs, il y a 50% qui utilisent un outil digital, c'est-à-dire un smartphone, un ordinateur, au moins 1 heure par jour. Alors, 1 heure par jour pour leur travail. D'accord. Donc ces travailleurs, on peut les appeler des travailleurs digitaux d'une certaine manière. Et avant le confinement, il y avait seulement 5% de ces travailleurs digitaux qui étaient en télétravail. Faites le calcul, ça fait à peu près 80 millions, je crois que j'avais fait le calcul, c'est ça, 80 millions de personnes à travers le monde. Durant le Covid, et vraiment c'est des statistiques globales, mondiales, ce pourcentage est passé à 50%. On est passé de 5 à 50% de ces travailleurs digitaux en télétravail. Donc c'est 800 millions. Donc on est passé de 80 à 800 millions, c'est-à-dire à peu près, on va dire donc 700 millions, on va arrondir, 700 millions de personnes qui du jour au lendemain se sont mis à travailler de chez eux. Donc là, on n'est pas dans une évolution, c'est une révolution. Donc le travail, il est devenu une nécessité pour 2 raisons principales. Il y a la continuité de l'activité économique, mais également pour maintenir l'engagement des collaborateurs malgré la distanciation physique et sociale. Mais on s'est rendu compte aussi que c'était une opportunité pour recruter, pour élargir le vivier de talents de l'entreprise. Généralement, il est à proximité des locaux de l'entreprise qui eux-mêmes se trouvent dans les villes. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais c'est incroyable, finalement, le talent, il n'a pas besoin d'être immédiatement à proximité de mon entreprise, il peut être un petit peu plus loin, voire même très loin. Donc tout d'un coup, il y a une bataille des talents qui s'élargit, et donc de nouvelles opportunités pour nous tous. Mais c'est également une opportunité pour réduire les frais immobiliers. Il y a une étude qui a été faite par Herman Miller, qui est une entreprise américaine d'équipement d'entreprise, et qui, avant Covid, s'est rendu compte que 77% des bureaux qui étaient associés à une personne, à monsieur X, 77% du temps, le bureau était inutilisé. Pour les espaces partagés, c'est plus de 60%. Si vous factorisez au prix du loyer, etc., donc aux États-Unis, c'est des milliards. C'est à peu près des statistiques équivalentes en Europe de l'Ouest. Donc ce sont des millions d'euros, alors qu'au même moment, il y a une pénurie de logement social.
Enfin, toujours intéressant de mettre en perspective les choses. Alors, dans ce contexte, comment garantir l'efficacité du télétravail? Alors, en fait, je le résume en trois petits chapitres. Il y a d'abord le cadre dans lequel le télétravail s'inscrit. Après, il y a la culture d'entreprise qui permet de maintenir le sentiment d'appartenance par rapport à l'entreprise. Et puis après, il y a la technologie pour permettre la continuité de l'expérience du collaborateur afin qu'elle soit égale, voire même supérieure à l'expérience qu'il pourrait avoir dans l'entreprise, dans les locaux d'entreprise. Alors le cadre, c'est très simple. Tout d'abord, c'est les rôles et responsabilités. C'est définir un petit peu la liste des responsabilités qui peuvent être effectuées sur site ou pas. Et ensuite, de comprendre quels sont les rôles associés et qui vont donc être éligibles en partie ou complètement au télétravail. Ensuite, il y a la personnalité des collaborateurs. Le télétravail ne correspond pas à tout le monde, et notamment pour les personnes qui ne sont pas autonomes et qui ont besoin d'un management de proximité. Et puis il y a des gens également qui ont besoin d'interaction sociale. Le troisième point du cadre, c'est la préférence de chacun en fonction des contraintes, des impératifs personnels. Et on n'a pas forcément chez soi un espace qui était prévu, dédié pour travailler. Mais ça encore, ça reste du niveau du confort. Ce qui est beaucoup plus triste, c'est que le logement n'est pas pour tout le monde, pour tous et pour toutes, un lieu où il fait bon vivre. Et vous avez sans doute entendu parler de ces statistiques des Nations Unies qui indiquent qu'il y a une recrudescence des violences familiales de plus 20% durant le Covid. Ça veut dire que pour certains et certaines d'entre nous, le lieu de travail est aussi un refuge. Donc il n'est pas question forcément d'être radical dans le télétravail, et c'est également d'offrir à certains et certaines, j'insiste sur les certaines parce que malheureusement ce sont les femmes qui sont les plus victimes de ces violences familiales, en dehors des enfants, d'offrir un espace sécurisé pour les collaborateurs. J'ai parlé du cadre, et après il y a la culture d'entreprise. La culture, elle se base sur la confiance. La confiance, c'est l'élément clé de la relation humaine. Et la confiance et le contrôle, finalement, vont ensemble, généralement. Il n'y a pas de confiance sans contrôle. Mais avec la distance, comment ce contrôle peut s'établir, c'est quand même un défi. Alors le télétravail nécessite en effet beaucoup plus d'autonomie que le travail sur site. Et ça nécessite d'organiser son équipe beaucoup plus en fonction de résultats à atteindre que plutôt de travailler sur l'accomplissement des tâches, voire des micro-tâches et du micro-management que ça implique pour atteindre ce résultat. Donc ça nécessite en effet une certaine maturité professionnelle des personnes, des individus, également des organisations. L'empathie, ça devient une nécessité. Le bureau, c'est un tiers-lieu. Et on y va comme un professionnel et on y est habillé comme professionnel. Lorsqu'on est chez soi, on est à la fois parent, on est à la fois cuisinier, on est à la fois réceptionniste des produits issus du e-commerce. On cumule pas mal de rôles. Et pendant le confinement, ça a parfois été délicat pour certaines personnes de cloisonner toutes ces responsabilités. Il y a eu des moments de stress intense pour certains collaborateurs. Alors en tant que manager, il est important d'être à l'écoute de ces émotions des collaborateurs, d'autant plus avec cette distance qu'il peut y avoir. Il ne faut pas hésiter également à proposer aux collaborateurs ce qu'on appelle les PAE. Les PAE sont des programmes d'assistance aux employés. Moi-même, j'y ai fait appel pour certains de mes collaborateurs qui vivaient des moments de vie assez particuliers que moi, en tant que manager, je ne pouvais pas gérer. Je ne suis pas psy, je suis que manager. Alors, c'est en fait des services qui sont proposés aux collaborateurs, qui sont payés par l'entreprise, donc des services qui sont gérés de manière confidentielle avec le collaborateur. L'autre point, c'est l'inclusion.
il faut rompre l'isolement de certains collaborateurs et certains le vivent très mal. Et c'est pour ça qu'il est important de faire des réunions d'équipe plutôt que des réunions isolées avec chacune des personnes. L'autre point de la culture, ce sont les valeurs de l'entreprise. Alors les valeurs, ça fait longtemps que les entreprises ont mis des mots sur leurs valeurs, mais il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait, et puis il y a ce que l'on perçoit. D'accord ? Alors il y a une nouvelle tendance qui a émergé, que vous avez peut-être entendu parler, c'est la raison d'être de l'entreprise. Et aujourd'hui, les entreprises ne doivent plus seulement dire ce qu'elles sont, ce qu'elles veulent être, c'est également le sens qu'elles veulent donner à leur activité et par là même au travail que leurs collaborateurs fournissent. Et c'est en phase avec la quête de sens, quelque part, de l'ensemble des travailleurs, et ça a été accéléré avec le Covid. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en mai 2019, la loi Pacte a donné un cadre légal à cette raison d'être en entreprise et que maintenant, c'est dans le Code civil. L'expérience employée. Autre élément de la culture d'entreprise. Aujourd'hui, il y a plus de 70% des collaborateurs, des travailleurs qui souhaitent finalement continuer le télétravail. Ce qui était avant quelque chose d'imposé, c'est devenu quelque chose maintenant de désiré. En fait, tout d'un coup, le travail n'est plus un lieu, ce n'est plus un lieu de travail. On va parler maintenant d'espace au pluriel de travail, d'espace à la fois qui associe un cadre personnel et un cadre professionnel. Je n'ai plus à choisir entre l'un et l'autre. Les entreprises, finalement, qui permettront et qui offriront cette expérience à leurs collaborateurs, en plus de l'expérience client, qui permettront à la fois d'augmenter l'engagement de leurs collaborateurs, leur performance. Ça permettra également de libérer les talents, la créativité des collaborateurs, beaucoup plus dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu. Le dernier élément nécessaire, c'est la technologie. Alors la technologie, je ne vais pas passer énormément de temps, on connaît les outils de collaboration et notamment les solutions de vidéoconférence. Il y a l'accès à distance qui est désormais possible, même sans avoir un ordinateur portable. Grâce à des techniques de virtualisation, notamment des espaces de travail, ça donne la possibilité d'avoir un accès aux applications, aux données de l'entreprise à partir de n'importe quel appareil, même à partir d'un ordinateur personnel à la maison. Il y a le hardware. Alors le hardware, c'est vrai que les nécessités d'avoir un ordinateur, éventuellement quand on est chez soi, d'avoir un écran supplémentaire, une imprimante, mais également un bureau et une chaise ergonomique. La sécurité. Alors ce qui est intéressant, c'est que depuis le Covid, on a une recrudescence des cyberattaques, d'accord ? Et que le télétravail, finalement, a été la raison de 20% des problèmes de cybersécurité en entreprise. Alors, et ça a entraîné des dépenses supérieures qui étaient imprévues par l'entreprise pour faire face à ces menaces. Alors, les principaux problèmes qu'on a rencontrés, c'était la chose suivante, c'est-à-dire la difficulté notamment d'intégrer de nouveaux employés, pour empêcher tout accès non autorisé. Est-ce que véritablement cette personne qui rejoint l'entreprise est bien un nouveau collaborateur et non pas un hacker ? Tout d'un coup, cette personne est arrivée avec son propre matériel informatique, puisque l'entreprise n'a pas pu lui délivrer nécessairement un ordinateur. Il a fallu donc équiper cet appareil personnel de logiciels, et donc d'autant plus une source d'attaque. Certains de ces logiciels, d'ailleurs, ne sont pas nécessairement autorisés par les services informatiques. La sécurité du réseau à domicile aussi peut être critique, notamment en itinérance aussi. Et puis il y a aussi la sécurité de certaines solutions collaboratives.
Vous êtes certainement beaucoup ici à avoir utilisé Zoom. Je vous invite à regarder justement comment Zoom utilise vos données, ou utilisait. Après un scandale récent, ils ont un petit peu changé leur politique de sécurité en la matière, ce qui est très intéressant. Il y a aussi une recrudescence du phishing. Le phishing, c'est ces emails d'hameçonnage. On essaie de récupérer les informations personnelles. Il y a une recrudescence. Alors, un exemple qui est intéressant pour illustrer ça, c'est le NHS, qui est le Service national de santé britannique, qui a été visé par 40 000 spams et également tentatives de phishing entre mars et mi-juillet. C'est-à-dire que, week-end compris, c'est 300 spams et 300 phishing qui ont lieu. Alors la cybersécurité, c'est un élément de pérennité et c'est également un élément de compétitivité pour les entreprises, mais également pour les territoires, pour les nations et également pour la démocratie. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, également digital démocratie, ça pourrait être l'objet de mon intervention peut-être l'année prochaine. Dernier point, c'est la conformité. La conformité, tout d'un coup, nous, collaborateurs, on s'est retrouvés à brasser des données d'autres collaborateurs, des données clients, des données confidentielles. Il y a certaines réglementations comme la RGPD, la réglementation européenne, qui cadrent l'utilisation de ces données. Ce n'est pas la seule réglementation qu'il y a de par le monde, également des réglementations concernant le paiement en ligne et bien d'autres encore. Le problème, c'est que ces réglementations existent, il y en a partout, aux États-Unis. Et dans un monde globalisé, globalement, l'entreprise se retrouve à devoir répondre à plein de réglementations et parfois qui peuvent être en conflit les unes avec les autres. Donc il y a besoin d'une gouvernance extrême, de la conformité et des risques dans les entreprises, de plus en plus, et également un besoin de protéger les données. Donc, durant ces quelques minutes, je vous ai proposé un point de vue pour prendre conscience de ce monde volatile, incertain, complexe, ambigu, mais aussi fragile et résilient. Et j'ai également évoqué avec vous l'évolution de notre rapport au travail, et une évolution également avec notre espace de travail. Donc la question, c'est quel choix et quel rôle voulons-nous avoir dans ces évolutions? Et voilà, je vous propose d'ouvrir le débat s'il nous reste quelques minutes. Il reste 1 minute. Alors je vous propose donc une question. Et pour ceux et celles qui veulent éventuellement continuer, je propose soit de continuer la discussion à côté ou encore de vous connecter avec moi via les réseaux sociaux. La question. The question. Ouais. Merci pour la présentation. Qu'est-ce que vous pensez de la résilience dans le monde du travail face au Covid, par exemple? Face au, pardon? Covid. Alors en fait, la réponse en 2 mots, ça dépend. Ça dépend. Et on voit, il y a beaucoup d'exemples justement de résilience. En fait, elle est étroitement liée au cash. Comme on dit en anglais, cash is king. Les entreprises qui n'ont pas eu les liquidités suffisantes, eh bien voilà, ont mis la clé sous la porte très rapidement. D'accord ? Et aujourd'hui, c'est pour ça d'où ces mesures qui ont été prises par l'État en France pour ce chômage partiel. Donc ça sont très importants. Mais en fait, ce qui est important, c'est justement dire par rapport à ces risques, les risques de guerre, les risques. Voilà. En fait, en France, on n'était plus habitués, on était dans notre monde de confort, un petit peu comme cette grenouille, la première grenouille. D'accord ? Donc la résilience, c'est finalement se rendre compte de cela et se redécouvrir.
Vous avez certainement vu énormément de reportages à la télévision sur des restaurants, des personnes qui ont été obligées à se réinventer. Très intéressant justement de voir comment dans des pays émergents, qui sont soumis à des... Notamment, on parlait préalablement aujourd'hui du Liban, comment les gens ont eu une résilience, parce qu'ils sont habitués à la guerre, à la difficulté tous les jours. D'accord ? Donc en fait, je pense qu'en France, on est bien assisté, un peu trop, parfois, et ça a parfois pu nous endormir. C'est pour ça que dans mon exposé, je parlais de conscience personnelle, parce qu'on peut toujours attendre quelque part du gouvernement, des territoires qui ont en effet leur rôle à jouer, mais c'est aussi comment est-ce qu'on peut faire soi-même, et il n'y a pas forcément de réponse, il faut réapprendre. Il faut vouloir, voilà. D'où mon exemple au tout début avec le cheval. Mais je vous rassure, j'ai toujours une appréhension pour monter à cheval, mais maintenant, j'arrive un peu mieux à la maîtriser, à la dépasser. Si vous voulez, on peut continuer le débat ensemble. Merci.